Excellences, Monsieur le secrétaire exécutif de la CIRGL, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Qu'il me soit permis de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir dans cette belle ville de Entebbe, qu'il continue à nous guider durant les travaux de ce 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, dont je salue l'excellente organisation. Je remercie particulièrement notre musée, le président Yoweri Kaguta Museveni, pour l'accueil fraternel et chaleureux, ainsi que l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans cette belle ville de Entebbe, la République de l'Ouganda, la perle de l'Afrique. Je voudrais par cette même occasion transmettre à travers vos excellences les sincères et amicales salutations du peuple burundais au peuple ougandais ainsi qu'aux peuples respectifs des pays signataires de l'accord cadre. Excellences, Mesdames, Messieurs, 12 ans se sont écoulés après la signature de l'accord cadre intervenu le 24 février 2013 à Addis Abeba. Cet accord a l'objectif principal de mettre fin aux conflits armés dans l'est de la RDC et de résoudre les causes profondes de la violence et des guerres répétitives dans la région. Il vise aussi à établir une paix durable, à renforcer la sécurité et à favoriser la coopération régionale pour la paix et le développement durable. Depuis sa signature en 2013, et particulièrement depuis le dernier sommet du mécanisme de suivi de sa mise en œuvre tenu à Bujumbura en 2023, nous avons parcouru un chemin près d'embûches. En effet, la guerre est devenue plus dévastatrice qu'auparavant. Le début de cette année 2025 a été marqué par une situation grave avec la résurgence de la guerre déclenchée par le M23 soutenu par le Rwanda. La conquête et l'occupation des territoires congolais à l'est, la prise de l'aéroport de Goma et de Bukavu, ainsi que le blocage et la destruction des infrastructures ont occasionné des conséquences désastreuses, massacres, violences massives des droits de l'homme, afflux des réfugiés et déplacés, appauvrissement des populations, anéantissement des activités économiques, pillage, etc. Une situation qui va de mal en pis aussi longtemps que la guerre perdure. Les efforts régionaux et internationaux en soutien au gouvernement congolais pour le rétablissement de la paix n'ont pas donné de résultats satisfaisants. La communauté est-africaine qui, pourtant, avait marqué des avancées significatives dans la recherche de la solution pacifique, s'est heurtée au manque de volonté du M23 d'entamer les premiers pas vers le rassemblement et le cantonnement des combattants. Moi-même, en tant que président du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine d'alors, j'ai rencontré à maintes reprises les responsables du M23 à Bujumbura pour chercher ensemble une issue favorable à toutes les parties au conflit. Mais au moment où on allait assister au déclenchement du processus de paix, la guerre a résurgi jusqu'à ce jour. La force régionale a alors été obligée
de plier bagages, laissant sur place l'Ouganda et le Burundi qui agissent aux côtés du gouvernement de la RDC sous l'égide des accords bilatéraux de défense commune. En plus de cela, j'ai pris l'initiative d'être à l'écoute des communautés congolaises en rencontrant leurs chefs coutumiers. Parmi tant d'autres, j'ai eu particulièrement des discussions avec la communauté de Banyamulenge et nos échanges ont été fructueux car même s'il y a quelquefois une certaine réticence due aux influences externes, une partie non négligeable de cette communauté se reconnaît congolais. Je tiens ici à féliciter notre frère, son Excellence le Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a concrétisé sa compréhension en les intégrant dans les institutions de l'État en tant que Congolais. Après le départ de la force régionale, les forces de la SADC sont venues épauler les forces armées de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix dans cette région. Mais suite à l'intervention des forces de défense rwandaises aux côtés du M23, ces efforts ont aussi échoué. Aujourd'hui, le Nord Kivu et une partie du Sud Kivu échappent au contrôle du gouvernement avec toutes les conséquences qui en découlent quant à l'exécution des missions régaliennes de l'État congolais. La population de cette partie du territoire erre comme des brebis sans berger. Des efforts de médiation dans les processus de Nairobi et de Luanda semblent ne pas apporter de fruits malgré les efforts fournis par le président angolais, son Excellence Joao Manuel Lorenzo, et l'ancien président kenyan, son Excellence Uhuru Kenyatta. Je voudrais cependant saluer toutes les bonnes initiatives prises et les différents processus en Afrique ou en dehors du continent africain qui contribuent encore à la recherche des solutions par voie négociée. Je salue les efforts déployés à l'échelle régionale, notamment par l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que des efforts consentis par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je salue également la nomination du groupe d'éminents facilitateurs pour le processus EAC SADC, dont 2 femmes qui appuient le médiateur désigné de l'Union africaine, son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et a succédé à son Excellence Joao Manuel Lorenzo, président de la République d'Angola, à qui nous adressons encore une fois nos remerciements pour ce remarquable travail accompli dans le cadre du processus de Luanda. Excellence, au moment où je vous parle, la guerre qui se vit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. En effet, les groupes armés étrangers qui sévissent dans cette partie du territoire de la RDC, profitant du soutien de certains pays comme le Rwanda, sont aux aguets pour tirer profit de cette situation. J'ai eu l'occasion d'alerter la communauté internationale et régionale sur le danger qui présente l'élargissement au quotidien de l'étendue du champ de bataille pour la région. Non seulement cela peut provoquer un afflux de réfugiés incontrôlable, mais cela présente une occasion pour les criminels de faciliter la circulation des armes dans les pays de la sous-région, ce qui risque de créer des tensions entre certains pays.
À cette occasion, je tiens à saluer la réaction prompte des différents forums internationaux, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant avec fermeté l'offensive menée par le M23 dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec le soutien de la force de défense rwandaise, ainsi que la prise de contrôle de la ville de Goma et celle de Bukavu. Je salue aussi la session du Conseil des droits de l'homme, le sommet de la CEAC et le sommet de l'Union africaine, tous tenus en février 2025, qui ont tous condamné les atrocités commises et qui ont pris la décision et formulé des recommandations qui ont apporté une contribution significative en faveur de la paix de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, les obstacles rencontrés ne pourraient en aucun cas nous empêcher de saluer les réalisations des 2 dernières années en guise de bilan et de mise en œuvre de l'accord cadre. Des consultations de haut niveau que moi-même j'ai menées, d'abord à ma qualité de président de la communauté est-africaine d'alors et aussi en qualité de président du mécanisme de l'accord cadre, des rapprochements diplomatiques entre certains pays, l'organisation pacifique des élections en RDC sont autant de faits à saluer dans nos pays. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, en consultation ou conformément à nos orientations et nos encouragements, a mené autant d'initiatives et de contacts, notamment aux États-Unis, au Togo, au Qatar, avec pour objectif de contribuer pour la paix dans la région. Je voudrais féliciter à la même occasion les institutions garantes de l'accord cadre, l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, pour leur remarquable contribution en vue de la mise en œuvre de l'accord. Excellences, Mesdames, Messieurs, au cours du 11e sommet du mécanisme de suivi, plusieurs recommandations et encouragements ont été formulés. En effet, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé la pertinence de l'accord cadre en tant que moyen de promouvoir la paix et une stabilité durable dans la région et ont demandé au comité d'appui technique de procéder à une évaluation indépendante, franche et sincère de la mise en œuvre de l'accord cadre, en soulignant ses forces et ses faiblesses et d'examiner comment les pays signataires adhèrent à des principes et à ses engagements. À cet effet, c'est avec satisfaction que je me félicite du travail accompli pour la revitalisation de l'accord cadre dont le document assorti d'un plan d'action va vous être présenté. Ce travail a été un résultat de plusieurs étapes, notamment une retraite relative des pays signataires, des institutions garantes et d'autres partenaires organisés à Durban, en Afrique du Sud, en octobre et novembre 2023, suivi de plusieurs réunions du comité d'appui technique et de la session ministérielle qui a eu lieu hier ici à Kampala. De même, le communiqué final du 11e sommet du mécanisme de suivi a mis en exergue le soutien à la pleine participation des femmes et des jeunes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et au dialogue politique dans la région, y compris le processus de Nairobi et de Rwanda. Des encouragements ont été formulés à l'endroit de la République du Burundi en tant que président centrante du mécanisme régional de suivi, à organiser une plateforme de dialogue avec les femmes et les jeunes de la région, afin de leur permettre de contribuer aux efforts régionaux de paix. Je suis de vous annoncer que le dialogue continental intergénérationnel
sur la jeunesse, la paix et la sécurité a été couplé au Forum de jeunes des pays signataires de l'accord cadre et s'est tenu à Bujumbura, au Burundi, du 14 au 16 décembre 2023. J'ai moi-même, en ma qualité de président en exercice du mécanisme régional de suivi et champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, ouvert les travaux et prodigué des conseils et orientations à la jeunesse conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et à la résolution 2250 de sécurité des Nations Unies, avec des témoignages concernant les actions louables par ou en faveur de la jeunesse. De même, les activités du Forum régional des femmes des pays membres du mécanisme régional de suivi des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région ont eu lieu le 22 et 23 août 2024 à Bujumbura sur le thème « Promouvoir le programme régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique pour la prévention, la protection et le relèvement ». J'ai également moi-même procédé à l'ouverture des travaux soulignant le rôle indispensable des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, encourageant les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre de concentrer les efforts visant à prendre en compte la voix de la femme, notamment en exerguant l'impact des conflits sur les femmes et la nécessité de leur pleine participation au processus de paix et de sécurité, tout en encourageant les femmes à développer des stratégies efficaces pour construire une paix durable. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des décisions et recommandations du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, la cellule opérationnelle sur les mesures non militaires a été encouragée à poursuivre son engagement et auprès des groupes armés étrangers en RDC, en toute transparence avec le gouvernement congolais. Les résultats de la mission effectuée en RDC en septembre 2024 par la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination, un mécanisme de l'accord cadre sur les mesures non militaires à l'est de la RDC, axé sur le désarmement en vue du rapatriement des anciens combattants, ont été déterminants pour l'organisation d'un atelier technique afin de permettre l'élaboration d'un cadre légal national pour la réintégration des ex-combattants qui ont renoncé à la violence. Cet atelier a été organisé en décembre 2024 à Bujumbura. Le processus de mise en place du cadre légal suit son cours. Excellences, Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais si je ne souligne pas le rôle joué par les uns et les autres dans la réussite de la mission qui m'était assignée. Ainsi, je me permets de noter que ces résultats ont été rendus possibles grâce notamment à une collaboration étroite et productive entre les services de renseignement burundais et congolais, à l'appui du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région du Grand Lac, ainsi que d'autres partenaires à qui j'adresse mes sincères remerciements. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne peux terminer la présentation de ce rapport sans parler de la contribution du Burundi comme pays signataire dans la mise en œuvre des principes énoncés dans l'accord cadre. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler les principes auxquels les pays de la région se sont engagés. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Il s'agit aussi de respecter la souveraineté et l'intégrité du territoire et des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit aussi de respecter
des préoccupations des intérêts légitimes des États voisins, en particulier au sujet des questions de sécurité. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces engagements nous interpellent tous aujourd'hui et le Burundi les a pris comme cheval de bataille. En ce qui concerne le Burundi, il a déjà pris la position ferme et positive de ne jamais être parti au conflit, mais plutôt être parti à la solution. Le Burundi est déterminé à jouer un rôle clé dans la création de l'environnement favorable pour offrir un espace de paix permettant à la région de s'épanouir dans la tranquillité. Alors que dans le passé, le Burundi était un fardeau pour l'Afrique et la région, il est devenu aujourd'hui un pays stable et réconcilié. La paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national du Burundi et demeurent une priorité du gouvernement et du peuple burundais, contribuant ainsi aux missions de paix dans la région. Au niveau national toujours, d'autres activités importantes en faveur de la paix et du développement sont réalisées, y compris l'encadrement de la jeunesse et le renforcement du leadership féminin. La population burundaise s'apprête à participer paisiblement aux élections législatives et communales le 5 juin 2025. À cet effet, la communauté nationale et internationale a été témoin le 9 mai 2025 du lancement de la campagne électorale au Burundi que j'ai moi-même lancée, cérémonie au cours de laquelle tous les candidats des partis politiques se sont alignés comme les équipes de haut championnat des Jeux olympiques et ont défilé ensemble, main dans la main, confiant en ce processus électoral financé par les Burundais eux-mêmes. Ce signe traduit à suffisance la maturité démocratique de mon peuple et je peux vous témoigner avec assurance que ces élections seront démocratiques, libres, transparentes et apaisées pour dire que le Burundi crée des conditions favorables pour la région, pour la stabilité de cette région. Au sujet de la solidarité et des actions humanitaires, permettez-moi de souligner qu'à la suite de la guerre à l'est de la RDC, particulièrement depuis le début de cette année 2025, le Burundi a fraternellement accueilli plus de 120 000 réfugiés congolais. À ce sujet, le Burundi a besoin d'un appui multiforme de ses partenaires pour accomplir davantage ces louables actions humanitaires. Je tiens aussi à remercier le gouvernement congolais à travers le bureau de la première dame congolaise qui s'est joint au bureau de la première dame du Burundi pour venir en aide à cette population réfugiée. Je remercie aussi les associations locales et les confessions religieuses burundaises pour leur compassion qui se manifestent par des soutiens multiformes aux besoins des réfugiés burundais. Aussi dans cette logique de soutenir la RDC pendant ces moments de crise, non seulement le Burundi accueille ces enfants de la nation congolaise, mais aussi le Burundi aide le gouvernement congolais à secourir cette population en détresse à l'intérieur de ce pays. Comme je viens de le dire, le Burundi offre un espace aux voisins dans la région. Nous nous félicitons de la cohabitation pacifique avec les États voisins, même si nous ne pouvons pas être hypocrites en la matière. Il y a un contentieux entre le Burundi et le Rwanda, mais le Burundi est déterminé à chercher une voie de sortie par le dialogue. Nous attendons avec patience et beaucoup d'espoir la manifestation de bonne foi du côté du Rwanda pour mettre fin à ce contentieux de façon pacifique. Pour nous, nous ne croyons en aucun cas que le conflit entre les États peut se résoudre par la guerre. Nous devons privilégier cette voie de dialogue. C'est ainsi
que même pour juguler les causes profondes du conflit en RDC, le Burundi est disposé à donner sa contribution, jouissant de son expérience dans la réconciliation nationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant que je ne chemine vers la fin de mes propos, de rappeler les grandes responsabilités qui nous incombent tous et des initiatives à soutenir pour nous attaquer davantage aux causes profondes des conflits dans la région. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, le conflit en RDC ne prend pas origine dans les causes liées à la frontière. La RDC, le Rwanda, le Burundi partagent une histoire harmonieuse depuis la colonisation. En effet, pendant la colonisation belge, Bujumbura était la capitale de la région, comprenant le district de Kivu ayant comme capitale Goma, tandis que le royaume du Rwanda et du Burundi avaient respectivement la capitale Kigali et Gitega. Les trois entités cohabitaient pacifiquement et vivaient en symbiose comme dans un État fédéré. Après l'indépendance, il a été créé une communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, avec comme capitale Gisenyi au Rwanda. Son objectif était de promouvoir l'intégration économique et régionale entre ses membres, en favorisant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que la sécurité régionale. Déjà avant l'indépendance en 1958, nous avions déjà en commun une centrale hydroélectrique sur la rivière Rusizi qui nous sépare. En ce moment, nous menons ensemble un troisième projet de construction de la centrale hydroélectrique sur cette même rivière. Ceci pour vous dire que cette sous-région a un cordon historique qui unit ses États membres. Il est alors possible de creuser en profondeur pour mettre en évidence les racines réelles de ce conflit et les résoudre. En effet, ce conflit ne prend réellement son origine que dans la conséquence du génocide rwandais, quand la population a pris la voie de l'exil et que le gouvernement du Rwanda a pris la mesure de les poursuivre sur le sol congolais. Depuis lors, la RDC n'a jamais retrouvé la paix, car cette poursuite était non seulement la conséquence de la destruction totale de l'armée rwandaise de l'époque, mais aussi elle a abouti à la destruction encore totale de l'armée zaïroise, causant ainsi la prolifération des armes dans les milieux civils congolais. Et cela a été l'occasion pour les criminels de la région de se procurer des armes et d'occuper cette partie du territoire qui est entre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Ainsi, pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer par deux angles. Le côté interne à la RDC et le côté inter-État. Pour le volet de la sécurité régionale, nous devons tous nous convenir pour désarmer ou mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés étrangers qui se trouvent sur le sol congolais et nous engager, conformément aux principes énoncés au point 5 de l'accord cadre, de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Ensuite, entamer des questions d'intérêt commun liées à la vie de nos peuples respectifs. Dans ce sens, il n'y aura plus ce climat de suspicion entre nos États. Ce sera plutôt une occasion aussi de revitaliser la CPGL. C'est le cessez-le-feu. En ce qui concerne le volet sécurité interne en RDC, l'action concrète consistera d'abord à garantir la sécurité de tous les citoyens. Et cela consiste à faire le cessez-le-feu et le désengagement des forces, à désarmer tous les groupes et civils armés et à entamer le processus de dialogue inclusif pour aboutir à la définition d'un avenir commun à tous les Congolais. Il faudra surtout se focaliser sur les bases de la stabilité intérieure des États, qui sont notamment le renforcement de la bonne gouvernance,
de la démocratie, de la lutte contre la corruption et l'exploitation illicite des ressources naturelles, la résolution du problème des réfugiés et le chômage, etc. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour stabiliser nos pays et nos États, nous devons capitaliser les atouts immenses et notre richesse humaine dont les femmes et les jeunes occupent une place de choix pour la paix, la sécurité et le développement. Mais toujours, l'adéquation paix et développement qui sont entièrement liés doivent demeurer une priorité. C'est ainsi que notre proposition de plan de paix pour l'Est de la RDC insiste sur le démantèlement des forces négatives étrangères sur le sol congolais et la création d'un climat de confiance entre les États reste le couplet et le refrain de notre musique. Excellences, Monsieur le Président de la République de l'Ouganda, Excellences, Mesdames, Messieurs, avant de clore mon allocution, je voudrais souligner que je laisse à mon successeur un dossier important, celui de poursuivre la revitalisation de cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. L'accord cadre revitalisé sera un outil essentiel et jouera un rôle crucial pour asseoir une paix et un développement durable en RDC et dans la région. Enfin, malgré les défis, notre volonté commune, la bonne coordination des différentes initiatives pour la paix et le développement, le respect des prescrits des instruments internationaux de la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Union africaine, l'intégration et la solidarité régionale nous permettront de relever les défis et transformer la région des Grands Lacs en havre de paix et de développement, car ensemble tout est possible. C'est sur cette note d'espoir que je continue mes propos, tout en formulant plein succès à mon successeur, Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, à la nouvelle présidence du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre, qu'il avait par ailleurs assuré à l'occasion du 9e sommet tenu en octobre 2018 à Kampala, en Ouganda. Je vous assure, cher grand frère président Museveni, de mon soutien et de mon encouragement dans l'accomplissement de vos fonctions